consacré à la première journée de printemps parisien. Parce qu'apparemment, ça s'est bien radouci. Et je remercie Marc Bingard de nous avoir donné cette hospitalité. Et je suis content que nous soyons tous réunis ici. Je ne connais pas, personnellement étant de Bordeaux, je ne connais pas beaucoup de monde. Je m'appelle Maurice Darmon et je suis donc l'éditeur de 202 éditions, une toute petite maison qui a été faite uniquement parce que au départ, on n'était pas tout à fait heureux de la façon dont se font les livres bon marché, disons, du cinéma, et une philosophie nous a tout de suite animé de faire une petite distinction entre ce qu'est un texte et un auteur et ce qu'est un livre qui nécessite quand même plusieurs savoirs pour exister comme objet. Et ça nous a paru important de mettre l'accent sur cet aspect des choses. Voilà. Alors, donc cette petite maison est une association en réalité, hein, et elle fait des tout petits tirages. Chacun de nos livres sont entre 200 et 300 exemplaires quand on a le moral. Et il y a un éditeur, il y a une graphiste, il y a un imprimeur évidemment, et puis il y a un gestionnaire. Voilà. Et que ces trois métiers, ou ces quatre métiers, parce qu'il faut ajouter les écrivains, sinon on ne peut pas faire de livres sans écrivain. Hein, et que donc chacun de ces métiers, du moins dans la branche qui nous occupe, y compris donc celui d'écrivain, suppose un savoir et suppose un savoir-faire. Hein. Je veux dire, puisque nos livres sont sur le cinéma, portent sur le cinéma, sont des essais sur le cinéma, et donc voilà, derrière, il y a des gens qui savent un peu de quoi ils parlent, normalement. Hein, voilà. C'est pas le cas de tous les livres, ni tous les écrivains. Mais là, dans ce cas-là, nous sommes tous avec chacun un savoir, un éditeur, un graphiste, un imprimeur et un écrivain et un gestionnaire. Bon, il faut qu'ils aient une histoire, des savoirs, des traditions, une culture. Et voilà. Alors, cette réunion de différentes formations et apprentissages a fait que nous avons donc voulu faire ces livres. Ces livres, voilà, ils ont pour particularité essentielle, et je vais être très bref là-dessus parce que quelqu'un va en parler mieux que moi, on se dit que un livre de cinéma, c'est des textes, et puis paradoxalement, par exemple, j'ai fait le livre sur Weissman, presse universitaire de Rennes, il n'y a pas une image, il a fallu qu'on se prenne 400 pages de texte sur l'ensemble des 40 films de Weissman, il n'y a pas une image parce que sinon on les mettait dans un cahier au bout comme ça et puis on disait voilà il y a des images. Et nous il nous a semblé que l'image pense, que l'image est un signe et que parfois le signe est une image d'ailleurs. Hein, la couverture de masculin-féminin par exemple qui a suscité pas mal d'interrogations. On s'est demandé si c'était qu'est-ce que ça voulait dire ça. En fait c'est un photogramme. Ça n'a rien à voir, c'est un écran de cinéma. Donc parfois le signe est une image, parfois l'image est un signe, et en tous les cas elle pense et elle s'articule en un langage. Et il nous a semblé que la vocation de ce que nous avions à faire, évidemment sur des œuvres aussi que j'ai écrites, puisque au départ la chose est partie sur l'ensemble du cinéma de Marguerite Duras, et je ne pouvais pas concevoir d'écrire sur le cinéma de Marguerite Duras sans montrer les images au moment où il faut et quand il le faut. Et à partir de là, on a pensé tous nos livres comme ça. Alors, Paul vous expliquera mieux les choses, mais disons que c'est ce rapport texte-image et le fait, c'est pas une nouveauté, Godard l'a dit avant par exemple, que l'image pense, que nous avons fondé notre travail. Voilà. Alors, là-dessus, bon voilà, j'ai tout dit, on a mené à bien jusqu'à présent 9 livres. Ceux-ci, c'est les 2 derniers. Masculin-féminin, qui est une réédition, mais qui est une réinvention en même temps d'un livre qui a été connu en son temps, qui s'appelait En attendant Godard de Michel Vianney. Là, je salue la présence de Sophie Vianney, sa fille, hein, et qui a été extrêmement généreuse de son temps et de son énergie pour que ce livre existe, l'avant-dernier. Et le cinéma de Marguerite Duras, c'est une autre petite chose que nous avons faites, mais qui sont épuisées. Voilà, donc je vais passer tout de suite la parole à Paul Palacios, qui est notre graphiste et qui va peut-être mieux vous expliquer tout ça. Juste dire une chose, c'est qu'évidemment notre lectorat à nous
pas fait de spécialistes. Hein. Ce que nous essayons de faire, c'est des livres que des gens qui aiment le cinéma peuvent lire. Et ils ne sont pas du tout à la recherche d'un langage, disons, académique ou scientifique. Ils cherchent aussi à promouvoir, et c'est là que je voudrais remercier Jacques, parce qu'il est vraiment le premier de nos auteurs à avoir répondu à cette demande précisément, en écrivant spécialement un livre pour la maison d'édition, et en l'écrivant en recevant avec beaucoup d'enthousiasme notre proposition qui était d'écrire un livre lisible, clair, non pas que ce qu'il écrit d'ailleurs ne soit pas, mais disons un livre généreux, et des amis, et qu'il a pensé d'emblée comme articulant texte et image, ce qui n'est pas toujours le cas, d'après ce que j'ai compris, des propositions dont sont saisis les auteurs d'essais sur le cinéma. On met des images, mais est-ce qu'on demande à l'auteur d'écrire avec des images? C'est moins courant, me semble-t-il. Voilà, j'ai terminé en ce qui me concerne. Je passe la parole à Paul. Il va nous expliquer peut-être un petit peu mieux les choses. Donc, ce que je voudrais souligner, moi, c'est que la cohérence interne de notre catalogue repose donc, sur ce tandem éditeur-graphiste et de cette envie de se mettre au service d'un texte et donc de ce choix affirmé des coûts et mise en forme graphique qui est faite avec le plus grand soin. Nos livres ne sont pas d'une catégorie qui appartiennent aux beaux livres. C'est d'édition courante, si on prend en considération le type d'impression et de façonnage et leur coût. Ils sont toutefois faits sur mesure et la mise en page n'est pas prête à l'emploi. Elle est une réponse particulière à un écrit. Et ce n'est pas pour autant un livre de graphiste, dans le sens où la forme prendrait le pas sur la lecture. Donc le livre, c'est un exercice et un équilibre particulier. C'est dans le meilleur des cas, quand on le réussit, un dialogue, un prolongement du texte de l'auteur. Et la mise en page, elle est là pour donner envie de lire, et elle doit séduire, mais elle doit rester aussi en sourdine et pas prendre le pas sur la lecture. Donc notre catalogue, donc comme l'a dit Maurice, il est composé de textes portant sur le cinéma, et nous avons tous deux une vue assez avertie sur les sujets que nous éditons. D'une part du fait des écrits de Maurice, et puis dans mon cas de mes recherches doctorales qui portent sur la production graphique de Godard. Dans le cas des deux livres là, qui sont présentés là, il ne s'agit pas de singer les procédés de Godard, mais d'en restituer la simplicité, l'esprit et aussi la vivacité. Il y a une phrase qu'a dit Godard que je trouve très intéressante, où il commente un de ses procédés. Il parle des surimpressions et il dit quand on fait d'elles des surimpressions une matière principale, elles permettent d'aller d'un endroit à un autre sans oublier l'endroit d'où l'on part, sans encore connaître celui où on arrive, en sachant qu'au milieu ou aux trois quarts de l'inattendu peut surgir. Donc c'est un peu ce que je recherche moi dans la mise en page. Pour en venir plus particulièrement donc au livre de x2, c'est un livre que j'ai eu un grand plaisir à travailler, du fait de son sujet, du type d'écrit, de la matière que j'avais à travailler. J'ai eu toute la latitude pour le faire. J'ai pas eu affaire directement à Jacques Aumont durant la conception de. C'est vrai. Je ne sais pas parler du tout. J'ai fait ça dans mon coin. Ce qui est peut-être un peu curieux, mais ça aurait pu se faire autrement. Mais finalement, pour des raisons de temps, ça s'est fait comme ça. C'est peut-être pas plus mal. Je pense que c'est mieux. Ouais. Je le dirai pour toi. Ouais. Ah. Après, il y avait Ben non, j'ai que des choses gentilles. Le texte était très,
enfin, ce qui est très agréable aussi dans notre tandem, c'est que le texte est très très préparé en amont. Il y avait déjà une série d'images qui avait été sélectionnées. Après, moi, j'avais aussi la latitude de proposer d'autres images ou d'en éliminer certaines. Donc ça, c'est très confortable de travailler comme ça. Je vais te dire, sinon je perds le fil. Si je prends l'aspect cinétique, enfin le fil conducteur du livre, pour ceux qui l'ont feuilleté, il est assez transparent. Donc c'est sur 2x2, le double. Il commence presque comme un générique. Il y a les deux titres qui sont décalés, et puis quand on arrive à la page du titre, ils sont centrés. La page d'ouverture commence par la silhouette de Godard qu'on reconnaît, et on voit un petit bout de cheveux, donc on se doute qu'il parle à quelqu'un, qu'on peut découvrir à la fin. Donc c'est Anne-Marie Miéville. Et ce petit bout de cheveux, je trouve, annonce bien ce qui vient après. Donc tous les deux femmes en fait, qui se ressemblent, je trouvais assez miraculeux que ça commence par double messieurs. Enfin, je trouvais que ça marchait bien. Ça marche très bien. Et donc en fait c'est toute la mise en page s'articule un peu sur cette idée de double, de ressemblance, de miroir. Donc en fait il y a des miroirs qui soient comme ça, la symétrie, qu'elle soit comme ça, ou la répétition aussi. Enfin, les deux visages aussi. Là, il y a d'abord le Delon en loser, puis après winner. Et en couleur. En couleur, ouais, après, il y a l'accumulation aussi, de la répétition, l'idée donc comme il s'agit d'une collection, donc c'est la collection Bugatti de Delon. Donc après on tourne la page et en fait avec l'accumulation de tous ces objets, bon, il y a la répétition des deux pages et puis d'autres objets qui viennent s'accumuler dessus. Donc voilà, enfin c'est tout ce que ce fil-là m'a permis de faire avec la mise en page. Ce que tu appelais un film lent. Un film lent, ouais. Voilà. C'est un film lent. Un film lent. Un livre est comme un film lent, tu ouais. me disais. Ensuite, dans d'autres de nos livres, en fait, l'image n'est pas forcément utilisée comme ça, comme par rapprochement ou par. Il y en a un qui est épuisé, mais qui était sur Hiroshima dans la Blanche. Donc, où j'examine un livre, donc le scénario de Duras, et donc je déplie le livre, je le déshabille en gros. Donc il fallait des photos pour montrer à quoi ressemblait le livre, sa matière et tout ça. Donc là, les images étaient déjantées, enfin c'était une mise en page plus classique, on va dire. Donc voilà. Donc je vais peut-être terminer. Oui, je voulais parler d'un livre dans ce fil-là, un livre de McCabe, qui est cité en fait dans les remerciements. Enfin, c'est pas ce livre-là spécifiquement, mais c'est l'auteur. Mais que je trouve intéressant parce que ce sont des livres de cinéma et dont la mise en forme graphique, à mon avis, a contribué à au fait qu'ils s'inscrivent un peu dans la mémoire d'une histoire du cinéma. Et donc ce livre-là, en particulier, Colin McCabe a fait appel à un graphiste anglais qui s'appelle Richard Hollis et qui était aussi historien de sa propre pratique. Et donc il a fait appel à lui parce qu'il est l'auteur d'un autre livre qui est aussi qui est très connu. Oui, qui est très connu, qui s'appelle en français, c'est Voir le voir.
Et donc, enfin, je sais pas, après vous pouvez les regarder peut-être de plus près, mais ils sont très particuliers. Et donc ce livre-là aussi est issu d'une émission qui a fait date, qui était à la BBC, qui s'appelait Ways of Seeing. Et donc ils ont décidé d'en faire un livre. Et ce même Richard Hollis, donc pour faire ce livre, donc dans les années 70, s'est inspiré du livre de Marker qui s'appelle Commentaires. Donc, enfin, je trouve que c'est une jolie lignée de livres dans laquelle, voilà, qui porte aussi nos éditions quelque part. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, Jacques. Merci beaucoup. Moi, je vais être un tout petit peu plus long, mais pas plus d'1 heure, promis. 59 minutes. Bon, un mot d'abord pour dire merci à tout le monde. C'est la cabine des Marx Brothers, c'est très sympathique. Je suis désolé que vous ne puissiez pas vous asseoir, on est mieux assis. Mais... Alors, oui, si vous voulez. Vous accédez. Bon. Je vais pas jouer les coquettes trop longtemps, mais c'est toujours très très étrange quand on a écrit un livre de devoir ensuite le raconter ou le présenter. J'ai toujours tendance à dire qu'un livre, on le lit ou on le lit pas. Si on le lit et qu'il ne plaît pas, on le jette, sinon on le relit, etc. Mais présenter un livre, je ne sais pas trop ce que c'est, donc je vais essayer. Mais enfin, je suis très content d'être venu parce que je me suis entendu pour la première fois de ma vie qualifié d'écrivain, ce qui est quand même pas mal, et pouvoir refaire ma carte de visite. Et d'autre part, je dois dire que, écrivain ou pas, j'ai derrière moi un certain nombre de livres comme auteur ou comme directeur, à peu près une 50aine, j'ai compté au total. Il n'y en a pas un seul qui vient à la cheville de celui-ci en termes d'édition. Pas en termes de quantité d'édition, mais en termes de qualité d'édition. Je dois dire que quand j'ai découvert la maquette, d'abord en PDF, j'ai été absolument bluffé. D'abord par l'élégance de la chose. Désolé de vous faire rougir, Paul. Mais c'est pour ça que je pense que c'est mieux qu'on n'ait pas travaillé ensemble, parce que ça aurait été moins bien. C'est mieux que vous ayez été livré à vous-même. Et puis surtout parce que, mais c'était un peu contenu dans ce qu'a dit Paul à l'instant, c'est pas seulement de la mise en page, c'est de la mise en œuvre. Moi j'aime beaucoup travailler avec des images, même je sais à peu près faire que ça, y compris aujourd'hui. Mais j'ai jamais eu l'impression que dans un livre terminé, les images continuent à travailler. Et là, les images telles que Paul les a conçues en rapport avec mon texte, eh ben, elles font travailler mon texte. J'avais jamais vu ça. J'ai vu des prolongements de ce que j'avais commencé à penser dans des montages d'images dont j'étais pas l'auteur. Et allant tout à fait dans mon sens. Je ne veux pas dire que c'est la première fois que ça m'arrive, donc je suis encore sous le choc. Le deuxième choc, et celui-là il est digéré depuis longtemps, ça a été celui du premier contact avec Maurice. On a eu pendant 2 ans, 3 ans une correspondance nourrie. Avant qu'il me propose de faire un livre, j'allais dire qu'il me passe commande, mais sa commande était lapidaire et intéressante, c'était « Soyez libre ». C'est la commande terrifiante par excellence, puisque c'est tout de suite le double bind. Hein. Être libre pour répondre à la commande d'être libre, vous savez ce que ça veut dire si vous avez été confronté à ça. Alors pourquoi dans cet espace où on me proposait de faire ce que je voulais, tomber sur Godard et sur ces 2 films-là? Je ne le sais pas jusqu'au bout, bien sûr, hein, je réserve la réponse à mon psy. Mais j'ai beaucoup hésité, hein, parce que Godard... J'ai eu d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que sur l'espace de communication où beaucoup d'entre nous se retrouvent, j'ai eu quelques remarques négatives sur « Ah, encore Godard, il y en a marre, ce has-been ». C'était un peu ce que je craignais, à vrai dire. Le côté Godard, plus dans le coup, plus dans rien d'actuel. Voilà. Alors j'ai pris le parti de ne pas y faire attention et de prendre ce qui, moi, me touchait. Et ce qui me touchait, il se trouve que c'est 2 films qui ont un quart de siècle. Bon, en partie pour des raisons liées à mon histoire, sans doute. Celle-là, je les réserve encore plus à mon psy. Mais aussi parce que j'ai trouvé très vite qu'on pouvait faire sur ces 2 films une espèce de... Enfin, un travail intellectuel, hein, j'étais là pour ça, j'étais pas pour faire de la variété.
mais un travail, un travail de, disons, qui touchait à ce que je connais un peu mieux, qui est, disons, la réflexion théorico-critique sur le cinéma, et qui touchait un peu, dans l'histoire de Godard que je connais assez bien, à un moment qui tout à coup m'est apparu comme très singulier, qui est le moment où il abandonne la fiction, tout simplement. C'est-à-dire le moment où, sans doute parce qu'il était pris dans ces histoires du cinéma, il fait à 3 ans d'intervalle 2 films de fiction, qui marchent encore très bien tous les deux comme films de fiction, mais qui de l'un à l'autre se déglinguent, et puis qui seront les derniers. Parce qu'après, c'est plus de la fiction, c'est des rhapsodies, c'est tout ce qu'on veut. Il y a encore du format long métrage, mais il n'y a plus cette espèce de tentative un peu pathétique de la part de quelqu'un qui n'a jamais trop aimé ça, pour quand même raconter une histoire. La fameuse phrase, hein, quand j'étais petit, on me disait toujours « raconte pas des histoires, mon petit », maintenant c'est toujours « raconte une histoire, mon grand ». Alors, les histoires, il y en a. Ça, c'est une des choses très frappantes. Oui, un des arguments, alors très secondaire, mais enfin quand même intéressant, c'est que j'avais du matériel à disposition sur ces films, entre autres des scénarios originaux. Celui de Nouvelle Vague, vous voyez qu'il est, il est à la Godard, hein, il commence par un collage. Mais aussitôt après, il y a quand même un pitch qui est relativement sérieux. Le scénario d'Hélas pour moi, la même chose, 3 ans plus tard, on a un résumé, des remarques qui ne sont pas du tout des choses faribolesques. Bon, le sieur Godard, bien sûr, met un petit mot rigolo pour, ainsi que l'écrivait Monsieur de Balzac à la fin du Cousin de Pons, excuser les fautes du copiste. Bon, il fait son rigolo, mais c'est quand même 2 films conçus très sérieusement comme des films à scénario, des films qui racontent une histoire. Voilà. Ça m'intéressait bien de voir chez ce cinéaste qui, en général, tire plutôt du côté de l'essai, du côté de la confession, du côté de beaucoup d'autres formes de cinéma. Ces 2 films-là, je vais dire un peu par quoi ils se couplent, mais enfin par des choses très très évidentes. Alors, la chose dont je suis parti, c'est au fond pourquoi, dans Hélas pour moi, ça se déglingue. Pourquoi la fiction est difficile à raconter, pourquoi le film est compliqué, il y a des choses qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas racontées jusqu'au bout. Je suis tombé il n'y a pas longtemps, après l'écriture du livre, sans ça je l'aurais mis dedans, sur une phrase des 40 000 pages du journal de Valéry, où il dit à peu près « Il n'existe pas d'œuvre inachevée, il n'y a que des œuvres abandonnées ». Et je trouve que ça va extrêmement bien à Hélas pour moi. C'est exactement ça, c'est un film qui a été abandonné. Et cet abandon m'intéressait pas mal parce que, au fond, on a ce type qui est célèbre, qui à 60 ans fait un film de fiction avec Delon, puis 3 ans après avec Depardieu, qui sont les poids lourds du cinéma, enfin 2 énormes poids lourds, pour lesquels Godard a un respect infini en vertu de l'argent qu'il représente. Et le deuxième de ces films, il donne le sentiment d'être un film abandonné. Et voilà, l'idée du livre, c'était d'essayer un peu de comprendre pourquoi. Alors pour comprendre pourquoi, il faut comprendre beaucoup d'autres choses, et puis je ne parle pas que de ça. Mais le fait est que depuis, Godard n'a plus jamais fait de film de fiction. Hein. Les derniers, vous savez ce que c'est. Vous savez par exemple ce qu'est le tout dernier. J'en profite pour faire un peu de publicité pour un ouvrage épuisé, qui est toute première publication de 202 éditions pour ceux qui ne l'auraient pas dans leur bibliothèque. Si vous ne l'avez pas, c'est trop tard. Gna gna. Voilà. Alors, quoi dire plus précisément? Je ne vais pas raconter tout le livre ni les 2 films, vous les connaissez sans doute, hein, encore que ce peut-être pas des films qu'on voit tous les jours aujourd'hui. C'est des films avec des stars, Alain Delon, c'est pas Plein Soleil, hein, ça c'est vraiment Nouvelle Vague, Gérard Depardieu. On voit quelque chose là? Oui, non, ceux qui sont là ne voient pas. Hein. Ah. C'est un peu mieux? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le film? Eh bien, il y a le lac. Je vais donner une certaine place parce qu'il joue un rôle très très important dans les 2 films et en général d'ailleurs dans l'imaginaire godardien à cette époque-là.
Le lac, c'est une figure poétique très ancienne. Hein. Je n'ai pas manqué de citer Lamartine, bien sûr. C'était absolument impensable de le sauter. Mais ça marche très bien, j'en suis sûr. Et si ça ne marchait pas, Paul l'aurait fait marcher. Donc tout va bien. Et puis, surtout, le thème du double, qui moi est un thème qui... Bon, je crois qu'on est beaucoup à être fasciné par le thème du double. Hein. Delon en loser en haut, en winner en bas. Ce mec Godard est un fan de Roland Garros. Et Depardieu en pauvre type, en garagiste, disons, ordinaire au bord du lac Léman, et Depardieu en Jupiter, une figure qui est revenue à la mode depuis par d'autres biais. Voilà, alors le thème du double, je ne vais pas en dire grand-chose maintenant, vous n'avez qu'à revoir les films et puis à lire autour. C'est des films qui appellent la lecture autour parce qu'ils s'inscrivent vraiment dans une tradition du double, hein, ce qui est une vieille tradition littéraire, mais aussi une tradition cinématographique. Il y a beaucoup de films sur le double. Ce qui est intéressant, c'est que là, il n'y a pas de Jekyll et Hyde dans ces deux doubles. Aucun des deux. Le double Delon, c'est un peu William Wilson, si on veut. Enfin, c'est difficile à dire. C'est pas un schème très très courant. C'est le type qui meurt et qui revient, mais c'est le même. Et on ne sait pas si c'est le même jusqu'au bout. Donc c'est un thème du double, mais qui n'est pas parmi les plus fréquents. Et le thème Depardieu non plus, d'ailleurs. C'est un type qui part en voyage une journée, et pendant ce temps-là, Dieu prend sa place, et prend son corps. Si ça se rattache à quelque chose, c'est au body snatching, mais c'est un body snatcher un peu particulier, puisqu'il dit lui-même qu'il s'appelle Dieu, hein, avec une majuscule. Donc c'est des figures de double qui sont bien des doubles, mais à chaque fois on ne sait pas trop où on va avec. Alors déjà ça, je trouvais que rien que ça méritait un livre, à vrai dire. Hein. Et puis quand on écrit un livre comme celui-là, quand on écrit sur Godard, on a tendance à faire dans la recherche de documents, disons dans l'érudition, n'ayant pas peur des gros mots. Donc on découvre des choses. Oups, pardon, j'étais un peu vite. Oui, j'étais un peu vite. Alors c'est ma machine qui est lente, là voilà. Par exemple, on découvre qu'Alain Delon est un collègue. Moi, je ne le savais pas, hein. Il paraît que c'est très connu. Bon, M. Attal m'a dit tout à l'heure, mais comment vous ne le saviez pas? Ben non, je ne le savais pas. Il collectionne entre autres, parmi beaucoup d'autres choses, il a collectionné les sculptures de Rembrandt Bugatti, qui était le frère d'Ettore Bugatti, le constructeur de voitures. Alors à partir de ça, vous les imaginez comme un godardien peut défiler du signifiant. Hein. Bugatti, les voitures chez Godard, la sculpture animale, le guépard, tout ce que vous voulez, tout y passe. Et Paul ne s'est pas privé là-dessus, en effet. Je crois qu'elle a amplifié le thème. Et puis dans Hélas pour moi, il y a quelque chose de moins spectaculaire peut-être, mais qui est très très spectaculaire à sa façon si on prend la peine de lire un livre. Chose épouvantablement difficile, dont j'ai découvert qu'absolument aucun des critiques qui avaient parlé d'Hélas pour moi ne l'avait faite. Pourtant, Godard dit que c'est ce livre-là qu'il faut lire pour comprendre le film, c'est Les petites œuvres morales de Léopardi, qui sont une cosmogonie, une allégorie cosmogonique. Comment l'humanité est née et s'est dépatouillée depuis sa création, et qu'est-ce que les dieux ont fait pour qu'elle en arrive dans l'état épouvantable où elle en est aujourd'hui. C'est un texte absolument magnifique et qui effectivement éclaire le film. Pardon. Alors voilà, mon travail, ça a été un peu ça. Hein. Ça a été de faire le malin, en allant chercher des choses intéressantes, ou qui moi m'intéressaient, et d'essayer de faire en sorte qu'elles puissent intéresser quelqu'un qui marcherait dans mes pas. Et puis, peut-être pas le lancer tout de suite, mais je dois dire que j'avais pas pensé au début, en partant, que ces films, bien sûr, il y a deux éléphants, hein, il y a Delon et il y a Depardieu, mais il y a dans chaque film un héros qui est une héroïne. Et c'est d'autant plus remarquable que dans les deux cas, c'est des actrices peu connues. L'une un petit peu connue pour son rôle dans Nostalgia de Tarkovsky, où Godard l'avait repéré d'ailleurs, et l'autre qui a fait une carrière extrêmement peu visible avant et après. Et elles sont l'une et l'autre absolument époustouflantes, je trouve, dans leur rôle. Et donc, petit à petit, je me suis amené à voir les films comme, disons, un face-à-face entre ces deux monstres sacrés et les deux femmes en face,
qui sont largement aussi fortes qu'eux, et aux deux modèles de double, finalement, se superposent deux modèles de la femme. Alors je l'ai dit en termes mythologiques, parce que je trouve que c'est ce qui fonctionnait le mieux. Il y a Pénélope d'un côté, qui est la femme qui attend son homme, même s'il est parti juste pour une demi-journée pour aller acheter un garage en Italie, non un hôtel. Elle l'attend, et ça donne ça. Mais non, peut-être fière si je me compare, mais humble si je me considère. Franchement. Quelque chose ne va pas. Dis-le moi, Simon, ce qui ne va pas. Tu m'agaces. Pardon. Tout va très bien. Je t'attends, mais tu ne le vois pas. C'est fichant. Voilà, je dois dire que chaque fois que je revois ces 5 secondes, je t'attends mais tu ne le vois pas, déjà c'est une phrase magnifique. C'est fichant, expression du bord du lac Léman qui à chaque fois me fait sourire. Et puis ce temps après où elle porte la bouchée à sa bouche, je trouve que là il y a une condensation de ce personnage qui est d'un volontaire pas possible, qui est la droiture incarnée face à Depardieu, personnage de Depardieu qui sait absolument pas ce qu'il veut, enfin, qui est là pour la séduire, mais qui s'y prend comme une patate, qui est obligé de faire miracle sur miracle pour y arriver. Il y a dans le film tout à coup une... c'est pas théorisé, hein, je pense pas que Godard y ait pensé une seconde dans ces termes-là, mais il y a tout à coup une présence féminine extraordinaire. Et dans l'autre film, c'est pas Pénélope, c'est plutôt Hélène de Troie bien sûr, c'est-à-dire la femme qui déclenche les guerres, qui se fait enlever par des guerriers, quitte à commencer comme là par un pauvre type. Musique, Roger. Impossible d'embrasser un homme aussi mal rasé. Vous voyez bien. Embrassez-vous les mains. Je suis qu'un salaud, dans le fond. Voilà, là, ce qui, pour moi, motive le choix de l'extrait, c'est plutôt le début. Hein, bien sûr, la citation des Dames du Bois de Boulogne, avec la fumée au visage, mais avec l'inversion des genders. Mais par ailleurs, plan quand même assez étonnant dans toutes ses dimensions, y compris dans ce qui est montré et raconté. Voilà, bon, je ne vais pas développer plus parce que je suis en train de refaire autrement d'ailleurs, parce que je n'ai pas exactement expliqué ça comme ça dans le livre. Donc à faire, autant faire autre chose. Mais voilà, ceci pour dire que ça faisait beaucoup de matière et que j'ai trouvé qu'à l'arrivée, ça pouvait faire un livre en effet. J'espère que ça l'a fait. Du fantastique, de l'étrange, mais aussi du sentimental quand même, ce qui chez Godard est toujours assez étonnant. Donc j'étais assez content d'avoir mis le doigt en suivant complètement mon intuition au début sur le fait que j'aimais ces films, tout simplement, d'avoir mis le doigt sur quelque chose qui était une double allégorie, qui fonctionnait très très bien en tant que double, et puis qui avait cette place très singulière dans l'histoire de Godard, qui n'est jamais que l'histoire de Godard, mais enfin moi il se trouve qu'elle m'intéresse, du moment où la fiction va être abandonnée. Bon, une des choses que j'ai essayé de dire, parce que ça c'est ce à quoi je m'attache depuis toujours, c'est pour ça que j'ai été si heureux de l'expansion que ça a pris dans le travail d'image tel que Paul le propose, c'est que c'est aussi des films où l'image lutte contre la fiction. Même si on raconte l'histoire, on a sans cesse des images qui viennent la tordre, la torpiller, et que, bon, on est chez Godard. Voilà. Alors, bon, j'ai pas de conclusion, ça fait plein de petites choses. J'espère seulement que ça fait un livre. Voilà, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres images après. Je ne sais pas si on est censé poser. On est censé. Si
y a des questions, on peut commencer par les questions. Censé... Poser, ça peut démarrer. Et je te dépanne là. Non, mais moi j'ai lu. Moi, je veux bien qu'il n'y ait pas de questions. Non, mais j'ai lu, mais bien, bon, évidemment. Mais non, j'ai été frappé par quelque chose auquel j'avais pas pensé. Évidemment, c'est heureusement. Le livre était fait pour ça. Non, c'était Giraudoux. Enfin, le rôle de. Enfin, on parlait de Chris Marker en douce avec Raymond là. C'est la relation Giraudoux et la Nouvelle Vague. Je me suis tout à coup souvenu que probablement Giraudoux, dont je crois me souvenir, c'est ce que tu dis dans le livre, mais je me souviens plus si tu le dis, que c'est l'adaptation de la pièce de Giraudoux. C'est pas vraiment une adaptation. Non. Il l'avait beaucoup relu. Il avait beaucoup relu, ouais. Mais c'est donc c'est ça. Il a pris à Giraudoux quelques blagues. Oui, c'est ça. Donc c'est la. Donc du coup, il y avait cette association dans ton livre du film qui s'appelle Nouvelle Vague, c'est pas rien comme titre, et puis Giraudoux. Voilà, ça m'a assez frappé. Ah oui. Et voilà, c'est tout. Et je me suis demandé si tu avais pensé à. Non, est-ce que Giraudoux aurait été important pour toute la Nouvelle Vague? Je suis pas sûr. Hein, pour Godard, pas sûr. Et Marker aussi. Marker, oui. Beaucoup. Enfin, ouais. Et... Oui, non, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, alors ça, j'ai un pli qu'il faudra que je repasse dans l'autre sens peut-être. Quand j'entends Nouvelle Vague, je sors Cahiers du cinéma. C'est vrai que Marker, bien sûr, qui est tellement fondamental. Oui, Marker, Giraudoux, évidemment. Et peut-être, les intellos, genre René, peut-être. Mais côté Nouvelle Vague Cahiers, non. Giraudoux, c'est autre chose. Oui, hélas, pour moi, c'est une adaptation d'Amphitryon. Oui, d'Amphitryon. C'est l'histoire du dieu qui prend un corps humain. Et deuxième petite question, tu as le sentiment que ce sont qu'il y a un film plus malade que l'autre. Ah oui. Malade, guillemets, tu as le sentiment que Nouvelle Vague est moins abandonnée. Nouvelle Vague est tenue jusqu'au bout. Enfin, à revoir, c'est très très net. Il n'y a pas un moment de relâchement. Dans l'autre, on sent plein de moments où tu t'embarques sur une piste et puis, pouf, ça s'effrite, ça se défait. Il y a une chose très claire, qui est ce personnage d'enquêteur qui ouvre le film et auquel personne ne comprend très rien. Moi, j'ai une expérience que j'ai faite 2 fois. Quand j'étais encore à l'université, j'ai montré 2 fois les premières 18 minutes d'Hélas pour moi, qui en dure 85, donc ça fait un bon morceau du film, à des gens qui, en général, ne l'avaient pas vu, et il n'y en avait aucun qui avait compris de quoi le film allait parler. C'est-à-dire qu'au bout de... C'est tellement compliqué au début, cette histoire de l'enquêteur qui arrive, on ne sait pas pourquoi, qu'on met un temps fou à comprendre de quoi le film va parler, et en fait, c'est à peu près au milieu, quand elle dit « Ah oui, c'était ça qu'il voulait nous raconter ». Donc là, il y a un côté vraiment bizarroïde. D'une certaine façon, on sait aussi pourquoi, ces 18 minutes, parce qu'il était trop court, son film, tout simplement. Il a dit « il faut 18 minutes ». Et puis anecdotiquement, on dit, ben là, je mets des guillemets avec cela, on dit que la relation de Godard de Long et Godard de Pardieu fut de nature différente et contribua à détruire quelque chose. Donc je me suis demandé pourquoi tu ne l'avais pas. Quand même, ça compte, c'est pas rien. Je l'ai dit, tu as sauté la page. Oui. Je m'en souviens pas. Mais non, si. Non, parce que c'est très marqué, au contraire, il le dit tout le temps. Godard, je trouve qu'on le sent dans les films. Il dit à quel point Delon était professionnel, qu'il apprenait son texte, qu'il avait une belle diction. Enfin, il dit des choses même un peu surprenantes sur Delon. Et sur Depardieu, il pique pas, au contraire. Bon, puis il y a les anecdotes racontées par Caroline Charpentier. Depardieu passait son temps à téléphoner, il n'était jamais là, il arrivait, il disait à Godard bon alors Jean-Luc, je te le fais comment ce truc-là je te le fais simple ou compliqué, c'est comme tu veux. Enfin bon. Et qu'il est parti avant la fin. Il est parti avant la fin. Il y a toutes sortes d'anecdotes qu'on a trouvées à l'époque, oui, bien sûr. Ça participe sans doute, mais je crois jamais à l'explication par ce genre de choses. Je crois qu'il y a des raisons plus histoire de l'art. Delon est plus plastique, en fait, il se plie beaucoup plus à cette démolition, reconstruction du Lozère, enfin de son image. Parce que Depardieu, j'ai l'impression qu'il a quand même pas mal résisté dans ce film lui-même. Il n'arrive pas à... personnellement, moi, ce sont des films
surtout hélas pour moi, qui tiennent surtout par Laurence Maslier. Alors, c'est vrai que Je veux dire, la femme a un rôle là-dedans est considérable. absolument extraordinaire. Elle est lumineuse, elle est magnifique. Et Domiciana Giordano dans Nouvelle Vague, même si Godard récemment a dit qu'il avait remarqué cette fille, pas très bonne, dans Nostalgia. Elle est arrivée avec 12 kilos de trop, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, quand on voit le film, elle n'a pas 12 kilos de trop. Elle est sublime, enfin, je veux dire simplement. Et ces deux madones. Oui, il faut qu'ils disent du mal. Ces deux madones là qui illuminent ces deux films, enfin bon, Delon, moi c'est mon sentiment, hein. Delon tient le choc vis-à-vis de Domiciana Giordano, Depardieu, pour moi, voilà, je trouve qu'il est faible par rapport à Laurence Maslier. Je le dis comme je le pense. Oui, c'est le sentiment que j'ai aussi en voyant les films. Les deux filles sont vraiment extraordinaires. Oui. Mais c'est très étrange la façon dont Godard n'a pas reconnu leurs prestations parce qu'il les filme bien. Il les filme en les mettant en valeur. Il les filme pas de façon négligente. On pourrait dire, enfin, je veux dire, on pourrait dire de ça, de toutes ces façons qu'il a filmé les femmes. Quand vous regardez Marouchka Detmers dans Prénom Carmen, on l'a jamais refilmé Marouchka Detmers, et pourtant il y a eu d'autres noms qui l'ont filmé comme elle a été filmée là-dedans. Je veux dire, on la reconnaît à peine. Même chez Doyon, je veux dire, on la reconnaît à peine. Elle est tout de suite empâtée, tout ça, là, elle est lumineuse. On parle pas de Bardot, on parle pas de Carina, on parle pas de tous ces... Enfin, ça, c'est des canons du cinéma, finalement, qui sont arrivés. Mais chaque fois qu'il touche à une femme, il la filme comme personne. C'est vrai, ça, je crois. Donc, ça n'échappe pas à la règle, à mon avis, ça. Et il prend des femmes, là, en l'occurrence, très peu connues et qui ne feront plus jamais rien, comme tu l'as dit. Oui, non, mais ce qui est évidemment là, la touche godardienne, c'est qu'il n'ira jamais avouer qu'elles l'ont fasciné. Oui. Mais bon, c'est comme ça. Après, il y a certainement des gens autour de Godard, comme Caroline Champetier et tout ça, qui savent faire des images aussi. Hein. Oui. Voilà. Je ne sais pas si c'est des films très vus aujourd'hui, ça je ne me rends pas compte. Hein. Moi, c'est des films que je connais quasi par cœur depuis qu'ils sont sortis. Donc là, j'étais en terrain très familier, mais quand j'en ai parlé autour de moi, les gens m'ont dit « Ah, il faut que je les revoie, etc. » Même des cinéphiles. Il faudrait que je revoie les films, je ne les connais plus très bien. Du coup, il y a eu un moment où j'étais un peu inquiet sur... Est-ce qu'il faut vraiment continuer sur ces films que personne ne voit? Puis bof, l'égoïsme l'a emporté, moi je me sentais bien, donc j'ai continué. C'est un peu la difficulté des livres qui prennent des films comme objet, quoi. Hein. Je veux dire, les gens, évidemment, ils n'ont pas forcément vu, même masculin-féminin, qui est pourtant un grand retentissement, c'est vrai, qui est ressorti en copie neuve il n'y a pas longtemps, qui est admirable. Enfin, je veux dire, il n'a pas pris une ride non plus, masculin-féminin. Je veux dire, aujourd'hui, on reste époustouflé de cette jeunesse du cinéma. On pense qu'on va essayer de le passer, là, hein, Marc. On va essayer de faire quelque chose. Mais vraiment, bon. Et puis les gens vous disent, mais oui, mais je ne l'ai pas vu, tout ça. Et encore, on peut les voir un peu aujourd'hui avec les DVD, YouTube, etc. Bon, ce sont par exemple, Nouvelle Vague, vous pouvez le voir sur YouTube aujourd'hui, très facilement. Ah bon? Il est complet, oui. Il est complet, Nouvelle Vague, hein, hélas pour moi, non, mais Nouvelle Vague, il passe. Il est complet sur YouTube. Il n'a pas été supprimé. Ah, peut-être. Non, mais c'est là qu'il faut avoir quand même le réflexe rapide de les enregistrer. Oui, mais c'est vrai que ça m'étonnerait qu'il soit resté sur YouTube comme ça. Je sais que je l'ai vu là. Parce que le DVD est très très cher maintenant de Nouvelle Vague. Je le sais parce que j'ai un ami qui, pour lire mon livre, voulait revoir Nouvelle Vague et m'a dit le DVD est à 99 €. Il est divisé dans cette collection-là, c'est la collection des deux films. C'est les cahiers. C'est les cahiers, c'est une collection. Enfin, ces DVD-là sont épuisés. On peut le trouver chez Vidéosphère à Paris, et puis voilà. Sinon, c'est cher. Voilà, alors, ça, c'est vrai que c'est une des difficultés de nos livres. Comme ce sont généralement cadrés sur des films, voilà, jusqu'à présent. Oui, ce que tu as fait sur Duras, Oui, ça c'était pas sur l'ensemble. des films, c'est sur l'auteur. Et là, sur Duras, par exemple, bon, je repasse cette année sur Duras, mais pratiquement tout était disponible sur YouTube. Pratiquement tout. Ah oui. Ah oui. Alors, avec plus ou moins, et puis en plus, sont trouvables en DVD. Les DVD sont tous là. Hein, oui, à part Son nom de Venise dans Calcutta désert, ou 2 ou 3 choses, L'Homme Atlantique. Voilà, il y a 2 ou 3 films qui n'y sont pas. Jaune le soleil, voilà, ce sont des choses qui sont introuvables. Bon, mais
mais en même temps, il y en a beaucoup, hein, de Duras. Donc, c'était encore faisable. Et puis en plus, presque 15 films, je crois, sur les 19 sont accessibles en DVD aujourd'hui. Mais c'est... Enfin, là, en l'occurrence, pour Nouvelle Vague, et hélas pour moi, c'est un peu malheureusement mal tombé. Surtout que les films n'ont pas été beaucoup vus. On l'a peut-être vu quand on avait 20 ans à cette époque-là, mais apparemment, ça a beau avoir été de la fiction, ils n'ont pas très bien marché par rapport aux films de la fiction. Non. Surtout, hélas, pour moi. Il a fait 80 000 entrées sur Paris, et l'autre le double, ce qui est un score honorable, mais... Après, il y a un malentendu que je défends, mais que après tout, les livres comme ceux-là, je vais aller oser le dire, peuvent se passer devant le film. C'est-à-dire qu'on est en train de parler d'autre chose. Tu l'as dit, oui, un écrivain, j'ai pas oublié. On est en train de parler d'autre chose quand on parle du double au cinéma, quand on parle de... et puis il y a suffisamment de choses après qui étayent, soit par ce qui est dit, soit par ce qui est montré, pour que l'imaginaire puisse décoller et qu'on ressuscite quelque chose, même si on n'a pas vu de film. Je veux dire, ça c'est... Les Duras non plus, beaucoup de gens ne l'avaient pas lu. Simplement, ça évoque des choses. Et puis le double quand même, hein, je veux dire... Oui. Il y a plein d'exemples dans ce que vous écrivez là, qui montrent qu'on peut parcourir l'histoire du cinéma. Quoi. Oui, vous avez raison. on avait convenu de dire vous comme à la radio. Mais j'ai oublié. Une question à la graphiste. Pourquoi vous avez mis hélas pour moi en haut à gauche et à droite? Et alors pas le contraire. Et pas le contraire, c'est-à-dire dans l'ordre supposé de la lecture du livre. C'est une erreur. C'est une erreur, c'est vrai? Non, parce que je trouvais ça intéressant. Vous devriez feindre d'en être les organisateurs. Je m'en suis aperçu il y a une semaine. Moi, c'est mal. Oui. Mais j'ai trouvé ça assez chic. Je dirais, je vais essayer de trouver une raison, on en trouve toujours. Hein, mais si tu lis, hélas pour moi, Godard, Nouvelle Vague, ça fait sens. Hélas pour moi, Godard, Nouvelle Vague, tu peux donner un sens à ça. Hop. Merci. On peut travailler à moi. Tandis que si tu lis Nouvelle Vague, Godard, hélas pour moi, tu ne trouveras pas de sens. Il t'a bien payé. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour gagner son bœuf? Non, et puis je sais pas. On peut trouver des raisons a posteriori. Non, mais c'est vrai que je. C'est plus l'optimisme. Ça m'a amusé. Oui, voilà. On termine sur le. Non, on peut trouver plein de raisons. Ce que j'aimais bien, c'était le Titien renversé. Oui, il avait été anamorphosé au début. Il avait été anamorphosé? Ouais. Ah oui, j'avais pas remarqué. Mais Par l'imprimeur? Non, par erreur. Ah, par erreur. Après, ils étaient un peu Erreur intervient souvent dans les... C'est énigmatique, non? C'est énigmatique. Oui, en même temps, c'est le duo et elle est presque... Il est presque normal qu'elle soit comme ça, hein, celle du haut. Hein. C'est celle du bas qui est compliquée. Ouais. Voilà, et en même temps, elle est inversée en miroir aussi, je crois. Pas vraiment, non. Non, ils ne sont pas vraiment en miroir, je crois pas. Elle n'est pas le même bas, Comment ça? Si elle n'est que comme ça. Ouais. Tout ça, moi j'aime. Si je fais ça aussi, c'est c'est pas encore Godard parce que quand même sur les 9 livres, il n'y en a eu que 2. Hein, enfin, si on oublie mon petit adieu au langage du début. Non, faut pas l'oublier. Non, alors là, faut pas l'oublier. C'est dommage qu'il soit épuisé parce que moi, je l'ai dit en privé et je le redis. C'est la seule chose intelligente que j'ai lue sur ce film. En tout cas,
je le trouve intelligent parce qu'il m'a fait comprendre le film. J'ai eu l'impression de comprendre ce truc qui m'était resté complètement opaque. Je veux dire. Mais voilà, Donc, moi je lutte pour quelque donc chose. ne le minore pas. Oui. Non, mais c'est vrai que bon, quand on me fréquente un peu, Godard, c'est mon C'est gourou. vrai que Godard. Voilà, et alors donc on grossit la chose. Non, Godard, il occupe une place pour l'instant minoritaire dans le catalogue qu'on a fait. Sauf qu'évidemment, quand on fait 5 livres sur Duras, on ne peut pas faire l'impasse sur Godard. Il y a même des gens qui m'ont dit, mais finalement, c'est un faux livre sur Duras, c'est un livre sur Godard, ça encore. Parce qu'on ne peut pas. Mais et moi, ce que je voudrais aussi dire, c'est que, bon, aujourd'hui, le cinéma de Godard est pratiquement tombé en désaffection. Et je trouve ça très dommage. Voilà, c'est tout. Et qu'il faut que les jeunes d'aujourd'hui continuent à se dire, il y a à prendre dans ce cinéma, parce que c'est probablement le plus moderne des cinéastes vivants, quoi, hein. Le plus moderne et le plus jeune peut-être. Si, hein, je ne vois pas comment on peut arriver à mettre ex aequo Xavier Dolan et lui. Je n'ai pas encore compris ça, moi. Je n'ai pas encore compris. Bon, que des films comme Adieu au langage, comme Film Socialisme, comme Éloge de l'amour, comme Notre musique, qui est un film immense. Notre musique, c'est un film immense. Eh bien, soit finalement avec des petites salles, avec pas beaucoup de monde, moi ça me rend toujours un peu songeur. Quoi, voilà. Et j'aimerais que, dans la mesure de mes petits moyens, que je continue à affirmer cette présence monumentale de Godard dans le cinéma. Voilà. C'est aussi ça mon idée à moi. Et on a l'impression qu'on dit des banalités, mais c'est pas vrai. Parce qu'il n'y a qu'à voir les gens dans les salles et aujourd'hui, qui connaît le film d'aujourd'hui de Godard. Donc, bien sûr, c'est difficile de vendre un livre sur Hélas pour moi, une nouvelle vague, parce qu'on n'a pas vu les films, c'est difficile. Mais quand même, ça vaut la peine. Voilà. Je crois aussi qu'il y a très peu de retombées réelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas refait naître chez les jeunes. C'est un peu comme si le terrain était parti, ce terrain-là. Il faut peut-être, je ne sais pas, trouver des techniques ou des moyens de reparler de tout ça. Parce que regardez les films de Tarkovsky, etc. Ils reviennent à la mode, les gens en parlent, même sur les réseaux sociaux on les met, alors que beaucoup de gens ne les ont même pas vus. Je ne sais pas quelle est la promotion à faire, entre guillemets, la promotion bien sûr, pour faire revivre tout ça, parce que c'est quand même dommage. Peut-être, je ne sais pas, dans les facs, au ministère de la Culture, tenter quelque chose, j'en sais rien. Bon, après, je suis utopique peut-être, mais enfin. Après, le bonhomme, il n'est pas commode, hein. Mais bon, c'est autre chose. Hein. Parce que c'est magnifique. Plus coopératif dans la médiatisation. C'est une des choses que je voulais dire. Oui, l'avantage de Tarkovsky, c'est qu'il est mort. Oui. En plus, il a fait quand même peu de films. Oui. Donc il y a un côté compact, il y a un côté bibliothèque complète tout de suite. Il a été très bien édité en DVD. Là, récemment, la Mosfilm a mis sur YouTube des copies excellentes de tous les films russes. Bon, il manque que les 2 non russes. Donc c'est quelqu'un qui en effet est suivi. On ne peut pas faire un travail comme ça sur Godard, oui. qui a travaillé pendant 60 ans, qui a fait des choses de briques et de broc, dont certaines sont totalement introuvables, qui en a fait 20 fois plus. C'est pas du tout le même genre de... Oui. Tarkovsky est un cas unique. Un cas unique. Oui, C'est le... Non, le Godard, c'est quand même 240 opus, quoi. Et c'est 125 ou 130 films. Je veux dire, et quand on dit Godard, on dit ah oui, le mépris à bout de souffle et Pierrot le fou. Là, les bras nous en tombent parce que je veux dire, c'est à peine les débuts, ça, enfin presque. Hein. C'est très bien, hein, mais il y a des périodes jaillissantes comme celle-là dont nous parlons, quoi, hein, qui révolutionnent le cinéma encore plus loin et davantage, et chaque fois. C'est-à-dire que sur chaque film, ils remisent tout. Et ça, c'est quand même rare, enfin, je trouve, dans le cinéma d'aujourd'hui, d'avoir des gens qui chaque fois recommencent. Finalement, c'est comme Picasso. Oui. C'est une phrase, et c'est justement une phrase de Tarkovsky, ça. Chaque fois recommencer à zéro. C'est justement une phrase de Tarkovsky, justement. Et pourtant, voilà. Alors, l'allusion à Picasso, c'est parce que Dominique Paigny, ici présent, curate une exposition sur Godard et Picasso qui va se tenir cet été. Donc voilà, on va un peu parler de Godard. N'est-ce pas? Ça va être bien, hein? Vous verriez nous en dire, hein? Non, mais il vient bien de dire. Ah bon, je dis l'essentiel. Il a dit l'essentiel. Godard Picasso.
Picasso et le Godard de la peinture. Oui, c'est ça. Et Elisabeth. Oui, non, mais d'habitude on dit le contraire. On dit toujours Godard et le Picasso du cinéma, donc disons-le à l'envers. Ah oui, je pense. Mais il y a des points communs. Hein. Mais le point commun le plus important, c'est celui que tu dis dans ton texte, c'est la solitude. Je trouve que c'est ça le plus intéressant. Enfin, ouais, ils occupent chacun dans leur art une place comparable, ouais, une place symbolique. Ça ne se compare pas, mais c'est la place qu'ils occupent chacun dans leur art qui est comparable. J'avais une question, parce que vous dites que c'est comme ces deux films qui signent un abandon de la fiction, enfin, le second, enfin en tous les cas la deadline du second la signe carrément, mais en fait il y a quand même toutes les années politiques avant, les films, etc. Ah oui, oui. Il y a eu déjà un abandon de la fiction signée bien avant pour un retour à nouveau, donc dans quel sens c'est un retour déjà programmé comme un échec, ou est-ce que c'est quelque chose, vous pensez que c'était plus... C'est rien. Et le film du retour s'appelle Sauf qui peut. Voilà, exactement, c'est Quand même. la vie. Oui, non, mais bien sûr, là-dessus, on peut gloser infiniment. Mais ça, je peux pas dire jusqu'au bout pourquoi Godard est revenu au format film de fiction d'1h30 avec acteur vedette, avec Sauf qui peut, avec passion. Hein. Pourquoi il l'a tenu pendant quelques années, avec des hauts et des bas, avec des films... Le fait est que dans tous les films qui précèdent, il n'y en a aucun qui ait les caractéristiques de cela, quoi. Il y a une espèce de solidification et puis pouf, abandon. Enfin, je le vois comme ça. Je crois quand même que Delon Depardieu, c'est pas Piccoli, Anna Schygoula, quoi. C'est un autre, c'est même pas Isabelle Huppert. Même Isabelle Huppert aujourd'hui n'est pas encore arrivée au niveau de Delon, à mon avis. Enfin, peut-être, prenez pas ça comme une remarque misogyne, je vous en supplie. C'est vraiment pas de ça qu'il est question. Voilà, donc il y a ça qui signale quand même, à mon avis, un désir de voir une dernière fois si ça peut marcher ou pas. Enfin, je sais plus, là, on entre dans la psychologie, hein, c'est toujours très, très, très dangereux. Bien sûr qu'il y a toutes les années 80, hein, il y a une dizaine de films qui racontent plus ou moins des histoires, mais pas toujours très bien. L'histoire de passion, est-ce que c'est vraiment une histoire? Oui, jusqu'à un certain point. Détective avec Hallyday qui est absolument crépusculaire. Détective, oui, qui est la mélancolie incarnée. Mais... Non, mais tu as raison. Il pique encore ce qu'on peut imaginer. Est-ce que la bête fiction réagit encore? Voilà, je crois que c'est... Enfin, moi, je le vois comme une espèce de dernière tentative, côté... allez, j'ai 60 ans, il faut quand même que je vois un coup... Enfin, je suis désolé hein, de répondre ça cette façon un peu grossière et psychologisante, mais... Le fait est qu'après, c'est vraiment l'abandon. Mais il a pas, d'une certaine façon, il n'a pas eu tort, parce que Sauf qui peut la vie, qui est un gros succès de salle. Fonctionne. Ah, oui. C'est lui qui casse tout après. Je veux dire, il a aussi cette propension à essayer des choses et puis à dire bon, allez, on passe à autre chose, et il participe à sa propre démolition. Ça, il y a des exemples innombrables de ça, quand même. Ah oui, oui, bien sûr. De cette autodestruction permanente, enfin, et qui en même temps une remise en jeu, évidemment, hein, mais de plus en plus solitaire aussi. Voilà, là aussi on peut gloser. Oui, solitaire. La question est réglée une fois pour toutes avec la fameuse phrase de Deleuze hein, sur la solitude de Godard. Raymond, tu dois savoir, toi, où ça se trouve. On a cherché où ça se trouvait. Godard travaille seul, mais il est dans une solitude extraordinairement peuplée. C'est dans l'entretien avec les cahiers, non? C'est avant l'image mouvement, en tout cas. Ça m'arrange si tu trouves. C'est au moment de... Ouais, c'est l'entretien de 76. Voilà. C'est l'entretien de 76. Voilà. Salut, Dominique. Je cherchais. Dans l'entretien sur 6x2, c'est ça? C'est l'entretien sur 6x2, voilà, c'est ça. C'est ça, je pense que c'est ça. Je sais plus d'où ça vient, c'est pas de Deleuze en fait. C'est ça le problème. C'est un grand écrivain qui a écrit ça. C'est Deleuze qui dit. Oui, non, Deleuze le dit, mais on l'a attribué toujours à Deleuze, mais c'est pas de lui en fait. Il cite un écrivain? Il cite quelqu'un? J'ai plus. Ah, il cite un écrivain. D'accord. Voilà, bon, enfin. Il reprend quelque chose. Mais de toute façon, la phrase est
phrase est bien et très, très, bon, très vraie sur Godard. Une fois qu'on a dit ça, après, solitude, bah, je veux dire, le fait qu'il travaille tout seul à Roll dans ses machines, ce que décrit très très bien McCabe justement dans son livre, c'est une des choses que j'ai beaucoup aimé dans le bouquin de McCabe. Il décrit le rapport de Godard à ses machines d'une façon que je trouve très belle. Ça oui, mais est-ce qu'on est dans la solitude sous prétexte qu'on est tout seul devant ses machines? C'est pas ça la solitude. La solitude, solitude créatrice, c'est le fait d'être tout seul à créer dans son coin. Or Godard, il fonctionne pas comme ça, il fonctionne en résonance avec des dizaines de choses. Oui, avec ceux d'en face, comme dans l'autoportrait, quand il parle de la France depuis le lac, quand même. Avec tout ce qui résonne. GLG par GLG, c'est un film intéressant. Ah oui, oui, je m'en sers un peu d'ailleurs, parce qu'il est dans le champ là. C'est le film où il revient. Enfin, il y a un truc qui m'a beaucoup amusé, parce que je l'avais oublié, c'est que dans la scène avec la monteuse aveugle, de JLG par JLG, il y a les deux affiches de Nouvelle Vague et d'Hélas pour moi, qui encadrent la machine de montage. C'est assez extraordinaire. Oui. Non. Si. Non, je peux raconter cette histoire de l'affiche, parce que c'est Paul qui avait découvert cette image-là, et donc on l'a mise, et puis moi l'éditeur, j'ai regardé, voilà, j'ai pas vu qu'il y avait j'ai pas vu qu'il y avait des affiches, et elle m'a expliqué. Ah d'accord. Et donc on les a mises à côté, Oui, alors du coup on l'a déplié pour que... Non, mais vous avez bien fait, parce que sont pas très lisibles dans le... Je ne le voyais pas, et voilà, c'est tout, c'est ça l'anecdote, elle est... Comme quoi, on peut dire, voilà, on peut avoir le nez sur l'événement et de voir les choses qu'après. Voilà, ce que je peux dire, c'est qu'on est quand même là pour célébrer l'éditeur, pour qu'il vende ses livres, et qu'il trouve d'autres auteurs. S'il y a des auteurs dans la salle qui ne veulent pas être édités à compte d'auteur, éditez-vous à compte d'éditeur, c'est beaucoup plus confortable. Bon, merci à vous. Je vais juste dire une chose, juste avant, quand vous leverez, est-ce que vous pouvez défaire vos chaises, parce que sinon on va être encombré. Oui. Voilà.